Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour parler pendant 1 heure du corps. Un corps qui s'appartient, c'est le titre de la rencontre. Et nous essaierons de correspondre le mieux possible à cette injonction avec Ananda Devi qui publie Le rire des déesses chez Grasset, avec Timothée Stanculescu, L'éblouissement des petites filles chez Flammarion, c'est un premier roman, et puis Presque toutes les femmes d'Elena Marianské chez Flammarion, qui est beaucoup plus un roman de soi qu'un roman qui parle de toutes les autres femmes, en fait. Vous aurez l'occasion de... Oui, alors ça patine un peu, mais pardon, c'est le dernier jour. Non, mais on verra ensemble pourquoi je dis ça comme ça. On va peut-être commencer par entrer dans vos livres, l'une après l'autre. Je vous ai demandé, vous avez la gentillesse d'accepter, pour qu'on sache un petit peu dans quelle ambiance vous nous amenez, parce que dire, voilà, j'ai parlé de ça, ça et ça, sans la langue, sans l'atmosphère, sans votre souffle, ben c'est quand même passer à côté de quelque chose. On va commencer avec vous. Elena, vous allez nous lire le tout début. Quoi? Oui, avec les lunettes. De Presque toutes les femmes. Ça marche. J'ai 28 ans. En ce temps de grands troubles, une femme... Ça va le son? Ouais. C'est bon? Si c'est trop fort, vous me dites. En ce temps de grands troubles, une femme me guide. Enfin. Elle m'a déjà évité plusieurs murs vers lesquels je fonçais tout droit. Je confie une attirance pour une femme. Une fois de plus. Madame Michelangeli, lacanienne orthodoxe, m'interrompt. Vous plaisantez? Les lesbiennes sont des perverses. Tenez-vous-en éloignés. Je ne négocie pas, j'obéis. J'arrête les femmes comme on arrête une drogue. Cependant, voilà bien un autre piège, plus redoutable encore. Enfermer une femme dans une cage mentale. Laissez-la y croupir. Elle a de bonnes chances de s'y perdre. Dans cette prison, je fuis quelque chose d'essentiel en moi. Mais les geôliers ne prévoient pas les ruses de la vie. J'ai 40 ans et une femme aimée 20 ans plus tôt ressurgit. Quelle était la probabilité pour que nous nous retrouvions? Infime. La vie a fait son œuvre facétieuse. Face à l'Amazone de ma jeunesse, j'ai aimé aussitôt, sans retenue, désiré tout autant. Rien n'était possible, trop tard pour elle. Mais cette fois, j'ai su sans équivoque. J'aime les femmes et les hommes. Ça ne va pas être simple, cette vie. Pas simple à raconter non plus. Moi qui mens toujours, par réflexe pavlovien pour échapper à l'inquisition maternelle, mais aussi par habitude acquise et cultivée, amour de la fiction, comment dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, je le jure. J'ai patiné en vous présentant parce que ce n'est pas un récit, mais ce n'est pas tout à fait un roman. Moi, en fait, je le considère comme une autobiographie. Et d'ailleurs, l'incipit se termine par un pacte. Toute la vérité, je le jure, ça veut dire que c'est vraiment de ma vie que je parle. Les personnages qui sont là sont des personnages réels. Enfin, c'est une autobiographie et vraiment, j'ai envie de l'assumer comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a... Non, on n'a même pas mis le mot roman dessus, parce que souvent, on ne sait pas trop où ranger les autobiographies. Pour moi, c'est pas de l'autofiction, c'est de l'autobiographie, dans la tradition littéraire autobiographique, quoi. Alors c'est un voyage qui passe par le corps, un voyage, donc une identité, en fait, oui. Une identité de femmes qui aiment les hommes et qui aiment les femmes. Mais il y a l'empêchement
vous venez de le dire, avec cette psychanalyse quand même qui a un sérieux problème. Comme beaucoup de psychanalystes. C'est quand même assez C'est fort. Énorme. Hein. C'est énorme. Donnez-moi le livre. Je vous rends le livre. Merci, je vous avais dit merci. Hop, c'est récupéré. Mais il y a aussi une trajectoire, la trajectoire souterraine, qui suit aussi cette espèce d'empêchement que vous vous infligez parce que socialement on vous dit assez mal. Et c'est une psychanalyste en plus qui vous dit ça. Mais il y a aussi l'écriture. L'écriture, on vous l'empêche aussi. Donc c'est dans votre livre, vous faites ce chemin qui est de la reconquête de vous-même à travers le corps et l'écriture. En fait, c'est un peu la même chose chez vous. Oui, on peut dire les choses comme ça. Disons que bon, l'écriture, je pense que pour tous les auteurs, c'est une conquête contre le vide, contre le néant, contre l'absurde. Est-ce que c'est une conquête de la liberté? Est-ce que c'est ça le sens de votre question? Vous prenez comme vous voulez la question. Vous lui donnez le sens que vous laissez la caméra. En tout cas, ce qui est important, pour aller dans le sens de votre question, ce qui est important, c'est que je quitte la fiction et j'entre dans l'autobiographie. C'est un acte unique, parce que je ne le referai plus. Et l'idée, c'est que les masques que j'ai portés jusqu'à présent, à la fois, alors du point de vue de l'identité sexuelle, mais ce n'est pas la totalité du livre, hein, c'est-à-dire être hétéro, mère de 2 enfants, mariée, et heureusement mariée à un homme que j'aime toujours, être prof, tout ça, c'est supposer que je mette au placard mon homosexualité. De l'autre côté, quand j'ai découvert que j'étais aussi homosexuelle, je me suis aperçue que, en fait, dans la communauté homo, vous n'avez pas le droit de continuer à aimer votre mari. En fait, il faut choisir. Il y a une guerre, on est en guerre, contre l'hétéronorme. Et on a exigé de moi que j'efface mon hétérosexualité. Sauf que cet homme, je l'aime toujours. Et c'est pas du tout par convenance, par convention, c'est parce que je l'aime. Donc c'est aussi un livre dans lequel je parle de cet effacement de la bisexualité dans le discours général et qui est extrêmement délétère. En fait, on s'est aperçu, alors je ne donne pas les chiffres dans le livre parce que c'est un peu technique, mais on s'est aperçu que les bisexuels avaient beaucoup plus de problèmes que les bis, par exemple, de problèmes mentaux, de problèmes de tentatives de suicide. Les bisexuels ne parlent pas de leur sexualité à leur médecin, parce que c'est compliqué à dire, on ne comprend pas. On trouve que ce sont des gens qui veulent tout, et parce qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans bisexualité, il y a bi-amour. Et c'est un livre où je mets à jour cette possibilité, enfin c'est comme ça que je suis, c'est que j'aime un homme, mais ma vie s'est faite avec lui, mais quand je suis avec une femme, c'est que je suis amoureuse. Donc bien sûr, il y a le corps, et peut-être qu'on en parlera, mais c'est une question d'amour d'abord, voilà. Mais c'est une question d'identité aussi, comme l'écriture. On vous empêche d'écrire, mais ça vous revient parce que c'est quelque chose qui est dans votre corps. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'écriture, vous voyez, dès le début, dès Rhésus, le premier roman, les personnages étaient bisexuels, mais tous. Et d'ailleurs, si j'ai pris comme personnage principal de mon premier roman un bonobo, les bonobos, ils sont pansexuels. Au lieu de faire la guerre, ils font l'amour, en fait. Quand il y a des conflits, ils se font des papouilles, ils se font des mamours, et voilà. Donc, c'était moi, en fait. Je suis un grand singe. Ou un petit bonobo, c'est des petits singes noirs. Et donc, voilà, simplement, c'était très masqué. Et en fait, si ce livre vient à ce moment de ma vie, après un long silence, à un moment où je me suis dit, est-ce que je continue à écrire? Est-ce qu'il faut continuer? Parce que je dis aussi à quel point l'écriture dévore une existence. Je me suis dit, si je le fais, c'est qu'il y en a assez de porter des masques. Le masque de la normalité, soit
l'hétéronorme, soit l'homonorme, le masque du sourire, le masque du tout va bien, le masque du dynamisme, parce que derrière tout ça, il y a quelqu'un qui a eu une existence difficile avec ses parents, avec son corps aussi, puisque voilà. Donc l'écriture peut enfermer, mais elle peut libérer aussi. Je vous rassure, vous avez l'air tout à fait normal. Oui. Hein, c'est... Ouais. Elle est comme nous, hein, en fait. Je suis rassurée. Merci. Timothée Stanculescu, vous, c'est un premier roman, l'éblouissement des petites filles, c'est ça, l'éblouissement des petites filles. J'allais dire des jeunes filles parce que c'est, il y a une transformation dans le livre, la transformation de l'adolescence. On va aussi parler du corps, puisque vous parlez de votre héroïne dans ce moment. C'est un été particulier, un été très chaud en Charente-Maritime. Maritime, oui. Ouais, à Cressac. Est-ce que vous pourriez nous faire découvrir un petit peu de quoi il s'agit dans cette géographie lente? Oui. À Cressac, il y a rarement du bruit, sauf les jours de fête et encore. La sardinade annuelle du 14 juillet. Il paraît qu'il y a 10 ans, des petits jeunes, un gang soi-disant, faisaient les malins avec leurs scooters. Ils avaient fait peur à quelques voitures et volé un panneau stop. Tu parles d'un gang. Je suis sûre que la plupart d'entre eux aujourd'hui sont mariés avec des enfants, peut-être même toujours ici, les pauvres. Mais ce week-end, encore plus que les autres, il n'y a personne qui se balade dans le village. Pourtant, j'ai peur. D'un côté, un champ jaune, de l'autre, un champ vert. J'entends des grillons. Je m'engage sur la route étroite qui oblige les voitures, quand elles se croisent, à manger sur la bordure d'herbe, cette route toute droite qui découvre tout. Et mon cœur bat plus fort, et ce n'est pas à cause du vélo. J'ai peur. Ça fait comme de l'acidité dans la poitrine et des fourmis dans les doigts. Et ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucune maison. Ni sous le tunnel d'arbres, ni le long du chemin parallèle à la route départementale, ni le long de la route sur laquelle je roule. Il n'y a que des champs de fleurs jaunes. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne sent pas très bon. Et des champs de maïs encore petits et verts. Heureusement, je me dis, si les maïs étaient hauts, j'aurais encore plus peur, encore plus d'acide dans la poitrine, encore plus de picotements au bout des doigts. J'imaginerais qu'une menace s'y cache. Ce n'est pas pour rien qu'on peut tailler des labyrinthes dans les champs de maïs, et qu'il s'y passe toujours des courses-poursuites dans les films d'horreur. Je pense à ça très vite, ça traverse ma tête à toute vitesse, j'ai à peine donné 3 coups de pédale. Mais je me dis que je m'en souviendrai plus tard dans l'été, d'éviter cette route quand le maïs sera haut. Merci Timothée. Ah, bon élève. Oui. De quoi s'agit-il alors dans ce livre? C'est des vacances dans un lieu où il n'y a pas grand-chose, où le cinéma le plus proche a fermé, c'est l'été, le lycée vient de fermer, il y a du colza à perte de vue. Et que fait-on? Tout est à portée de moteur, pas de bicyclette. Oui. Alors, on ne fait pas grand-chose, en fait, puisque mon héroïne, Justine, a 16 ans. Donc, de toute évidence, elle n'a pas son permis de conduire, elle n'a pas de scooter. Et donc, elle est tributaire de sa mère et la voiture de sa mère pour l'emmener faire quelque chose. Et elle vit dans ce petit village et elle redoute, en fait, cet été, qui sont des vacances très longues de 3 mois, puisqu'elle vient de terminer la seconde, et donc elle se dit qu'elle a 3 mois devant elle, où elle ne sait pas ce qu'elle va faire, elle ne va pas partir en vacances, elle va s'ennuyer, et en même temps, elle fantasme un été comme dans les films, parce que Justine, c'est une fille qui pense beaucoup à ce qui se passe dans les films, et elle voudrait faire comme dans les films. Mais étant dans son petit village perdu à la campagne, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire, et le passage que je viens de lire, c'est dans le premier chapitre. Elle se promène en vélo dans son village pour aller fumer une cigarette en cachette au cimetière, et elle a peur, parce qu'il y a une autre jeune fille qui a disparu. C'est une autre adolescente de ce village qui a 16 ans, qui est aussi une camarade de lycée et qui a disparu depuis quelques jours. C'est une fille qui vit dans un village comme elle de 2000 habitants. Mais elles vont dans le même lycée, elles ne se côtoient pas.
Il y a quelque chose qui a trait aux relations entre les adolescents dans votre livre et aux liens qui se font ou qui ne se font pas. Comment est-ce qu'on peut, habitant le même lieu et dépendant d'un même transport, donc le bus, aller dans un même établissement et ne pas se côtoyer, ne pas se connaître en fait? Très simplement, il suffit de ne pas être amis. En fait, moi j'ai grandi à la campagne, donc j'ai quand même beaucoup convoqué mes propres souvenirs et il peut y avoir beaucoup de gens qu'on connaît de vue. On va même savoir comment s'appelle un tel ou un tel, mais à partir du moment où on ne fait pas partie du même groupe d'amis et qu'on ne partage pas de choses, on ne se connaît pas. Et c'est un peu un paradoxe, c'est un peu faux, parce qu'on se connaît sans se connaître, en fait. On se connaît de vue, on se connaît de réputation, mais on ne se connaît pas personnellement. Et ce qui fait que cette jeune fille qui a disparu, qui s'appelle Océane, Justine, c'est comme un écran. Elle va projeter énormément de choses sur elle, étant donné qu'elle ne connaît pas bien cette fille, elle va la parer de tout un tas de fantasmes, elle va imaginer sa vie, elle va imaginer sa personnalité. Mais voilà, moi en tout cas, ayant grandi dans un petit village, c'est extrêmement courant ce que je décris, d'être au même endroit et de ne pas se connaître, ne pas se parler. C'est votre premier roman. Pourquoi qu'est-ce qui vous a mis à l'œuvre, au passage à l'acte, en tout cas de la publication, parce que vous avez sans doute quelques manuscrits dans vos tiroirs, de cette histoire-là? Alors, c'est le seul que j'ai écrit jusqu'au bout, en fait. J'ai pas d'autres manuscrits, j'avais d'autres projets, des projets de romans graphiques et des projets de films. Mais c'est le seul roman que j'ai écrit tout entier. Les autres sont simplement des idées que je n'ai pas encore commencé à développer. La première impulsion, c'est parce que je sentais qu'il était là, qu'il fallait que cette histoire sorte de moi. Donc j'ai obéi, puisque j'écoute mon esprit comme on écoute son corps. Si je suis fatiguée, je vais dormir. S'il faut que ça sorte, je l'écris. Ça vient du corps? Oui. En tout cas, moi, je sens quelque chose... L'écriture est quelque chose de tripal, comme ça? Oui. Et donc, oui, la première impulsion, c'est... J'avais pensé à cette héroïne, à cette adolescente, à ce qu'elle va vivre cet été-là, les transformations qu'elle va traverser, et aussi comment elle va réagir à la disparition de cette camarade de lycée, en me demandant que se serait-il passé dans mon petit village et dans cette communauté dans laquelle je me suis jamais sentie vraiment appartenir. Que se serait-il passé s'il y avait eu une disparition? Qu'est-ce qui se passerait en fait si dans ma vie le fait divers était entré? Qu'est-ce qui se passe quand le fait divers il entre dans votre vie? Parce que le fait divers, on le regarde à la télé, on le lit dans les journaux, mais c'est pas de la fiction, le fait divers. Il y a des gens qui sont impliqués, ça se passe quelque part. Donc il y a des gens pour qui le fait divers est rentré, bouleversé leur vie. Et qu'est-ce qui se passe quand ça bouleverse votre vie, quand vous avez que 16 ans et que vous êtes dit cet été, je vais avoir un amoureux, on va faire des fêtes sur la plage, enfin tout un tas de fantasmes comme ça. Le fait divers entre dans sa vie alors que cette jeune fille n'y était pas entrée. Voilà. Alors on va passer à vous, Ananda Devi. Juste, Elena, quand j'ai dit que vous aviez l'air normal, ça, il y a un énorme deuxième degré, on est d'accord, hein? Non mais non, je me méfie parce que parfois la salle est pas toujours au deuxième degré comme moi. Mais, oui, non, mais alors là, honnêtement, j'ai pris ça pour un compliment. Et puis vous m'avez rassurée. Non, puis vous savez à quel point je trouve aberrant que la sexualité détermine l'identité, mais non, ça, personne n'en est pas au courant. Peut-être que c'est important de le préciser, mais je vous assure, Karine. On a eu un petit esclandre tout à l'heure dans la salle sur des dames qui ont trouvé que nos invités ne parlaient pas suffisamment de l'émancipation féminine. Voilà. Et donc, je me dis que parfois, il faut faire attention aussi à qui vous êtes et vous prendre comme vous êtes aussi. Et voilà, donc excusez-moi de cette mise au point. Ananda Devi, Le rire des déesses. On va aussi découvrir la toute première page qui est l'annonce de la menace qui rôde dans ce livre. Absolument, oui. Donc ça commence un peu par la fin, disons, après pour raconter ce qui s'est passé, pour mener jusque-là. L'homme écarte le rideau
et contemple le petit corps endormi, nu dans la chaleur épaissie par les fumées de l'encens, nu dans la nuit crépitant de braise, nu dans ce temple où les dieux ne dorment jamais, mais ne se préoccupent guère des agissements des hommes. L'enfant n'est séparé de la salle principale que par ce rideau. Elle repose sur un matelas, à même le sol. Des gouttes de sueur dégoulinent le long de ses flancs pour imprégner l'étoffe du matelas. Sa respiration est lente et profonde. À côté, un verre de lait dégage l'odeur moitié fade, moitié épicée du chanvre indien qui y est mélangé. Sur le visage tourné vers la porte, une larme s'est accrochée à l'aile de la narine. Elle lui semble émouvante. L'homme s'assied sur le matelas en faisant attention à ne pas bousculer l'enfant endormi. Comme d'habitude, cette proximité le fait trembler. Il hume le parfum si particulier de cette chair, mélange de sueur, de lait caillé et d'effluves mielés, reconnaissables entre tous, son parfum. Il avance enfin la main pour toucher le dos soyeux. Il sourit avec tendresse en constatant que sa main recouvre entièrement le torse étroit. « Petite fourmi », murmure-t-il en se penchant. Merci. C'est l'histoire de Shinti, une petite fille qui naît sans nom, dans un endroit particulier, avec une maman qui est une maman particulière, qui est une femme qui vit une vie comme elle le peut, mais une maman particulière, et une petite fille qui grandit dans un placard, avec beaucoup de bruit et quelques images à sa disposition. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, en fait, cette histoire m'est venue de ce que j'ai vu vraiment en visitant une ruelle semblable à celle que j'ai décrite en Inde. Et je me souviens que la première chose qui m'est venue, c'était que dans cette ruelle où vivaient et travaillaient des prostituées, dans des petites cellules très sombres et insalubres, et avec leurs enfants, mais surtout leurs petites filles assises sur le pas de la porte, attendant que leur mère ait terminé pour pouvoir avoir le temps de les nourrir ou même de s'occuper un peu d'elles, je me disais que ce lieu où le corps est prédominant, où les hommes viennent pour ces corps-là sont les plus effacés de la vie quotidienne et même de l'esprit, non seulement des Indiens, mais du reste du monde. On sait qu'elles sont là pour leur corps, mais on ne les voit pas, on ne les pense pas. On ne pense pas à elles, mais on ne les pense pas non plus. Et c'est ce sentiment non seulement de révolte, mais d'une profonde colère qui m'est venue à ce moment-là en me disant que finalement on a beau parler de tous les mouvements possibles et inimaginables, il y aura toujours des corps effacés, des corps invisibles, des corps qui n'ont aucune possibilité de devenir des êtres, de devenir des personnes aux yeux des autres, pas à leurs propres yeux, aux yeux des autres. Et en pensant à ces enfants qui allaient grandir et pour les petites filles sans doute suivre le destin de leur mère, j'avais envie de prendre la petite fille et de lui donner quelque chose d'autre. Donc elle n'a pas de nom, sa mère ne la nomme pas parce que quelque part il y a une culpabilité aussi de se dire qu'elle la destine à la même vie qu'elle, mais aussi parce que c'est un fardeau qu'elle ne veut pas assumer. Mais la petite fille va se nommer elle-même et va devenir un peu le centre de ce lieu, un centre, une espèce de cœur battant et de lumière, de possibilité simplement d'une autre vie pour elle. Et donc tout le roman va se passer autour du destin de cette petite fille, mais aussi de celle qui l'entoure. Et je pense que le roman en entier est venu d'une colère, mais finalement aboutit à un rire. Il y a trois femmes, trois figures féminines dans le livre.
dont la narratrice, il y a donc Shinti, il y a Vena ou Vina Vina. Vina, qui est sa mère, et puis il y a la Hijra Sadhana, qui est la narratrice du livre. C'est-à-dire que c'est celle qui regarde, qui est la voisine, qui accompagne, qui est témoin, et c'est une femme particulière, parce que ce n'est pas tout à fait une femme. Comment avez-vous choisi cette distribution, comme on dit dans un film? Alors, la narratrice, sa présence ne m'est apparue qu'après que j'ai commencé à écrire le roman. Je pensais presque l'écrire à la troisième personne, mais soudain je me suis dit qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui comprenne, qui fasse partie de ce milieu, de ce monde, qui ne soit pas extérieur, mais qui en même temps a une capacité de voir l'ensemble des choses et de la comprendre. Et d'où ce personnage d'une hijra qui est en fait qui fait partie d'une communauté de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des transsexuels en Inde, mais qui en fait est presque mythique, où ce sont des hommes qui sont des femmes qui sont nées dans des corps d'hommes, qui sont connus depuis toujours, qui font partie un peu de la mythologie indienne, mais qui sont en fait aussi tout à fait marginalisées, qui sont, on fait appel à elles pour parfois des cérémonies religieuses, parce qu'elles sont supposées apporter une bénédiction, mais le reste du temps, elles n'ont ni identité, ni carte d'identité, ça fait à peu près 2 ans qu'elles ont eu droit à une carte d'identité en Inde, avec le travail des associations, mais elles sont aussi complètement marginalisées, elles n'ont pas accès au travail, donc elles doivent souvent aussi se prostituer ou mendier pour gagner leur vie. Mais en même temps, Sadhana, ce personnage-là, est en fait né dans une famille qui était assez aisé, donc a eu accès à l'éducation, mais c'était un enfant, un adolescent qui sentait qu'il avait envie d'être une fille, mais qui était constamment puni par sa famille à cause de cela. Et il finit par devenir un membre à part entière de cette communauté. Et elle vit aussi dans la ruelle, mais elle peut à ce moment-là regarder les choses d'une autre manière et les raconter. Et donc, mais aussi, elle fait aussi partie de la communauté des trop visibles, invisibles, finalement. Comme les prostituées, on les voit trop pour leur corps, mais on ne les voit pas pour ce qu'elles sont à l'intérieur. Et donc, finalement, ce sont un peu ces 3 personnages qui sont devenus une espèce de trinité du livre. C'était important pour vous que ce soit une femme particulière. Alors, quand vous dites transsexuelle, on imagine une anesthésie, une opération propre, des hormones. Là, c'est un peu plus brutal quand même, hein, comme transformation. Tout est violent en fait dans le livre. Le soubassement, c'est la violence. Ce sont des corps qui sont constamment soumis à la violence. La rue, la sexualité. C'est tout ça. Et de ce terreau-là, vous faites une danseuse. Ben oui, justement, j'ai toujours écrit sur la différence, sur ce qu'on considère être différent de soi, mais qui au fond est tout à fait semblable à soi. Et comment, dans mon dernier roman, avant-dernier, c'était une jeune fille obèse, donc on était dans sa tête, dans son corps, pour essayer de faire comprendre de l'intérieur ce que la différence signifie. Et donc, j'amène un peu le lecteur vers ces personnages, vers leur intériorité, pour faire comprendre que, en fait, ce dont nous avons besoin le plus possible, c'est de la compréhension et de l'empathie et de la compassion. Et que tant qu'on se dira que c'est un autre, ils sont autres, elles sont différentes, on se met une barrière qui ne nous permet pas du tout de faire ce pas vers les autres. Et pour moi, et dans la société indienne, c'est pire encore, parce que c'est une société tellement hiérarchisée et tellement patriarcale, c'est ancré dans la manière de penser des gens, qu'il n'y a presque pas de possibilité de s'en sortir, pour elle en tout cas. Et donc, le symbole de ce pouvoir patriarcal dans ce livre, c'est un homme de Dieu,
un swami, un gourou qui a son temple. Donc il a à la fois le pouvoir spirituel, le pouvoir matériel parce qu'il gagne de l'argent en étant prêtre, swami, et le pouvoir de l'homme patriarcal mais masculin, du corps masculin, parce qu'il vient se servir chez les prostituées et il enlève cette petite fille parce qu'il la désire. Donc il condense en lui-même tous les pouvoirs dans ce pays si complexe qu'est l'Inde. Mais je voulais aussi essayer de trouver une brèche dans ce pouvoir-là et de montrer qu'il y a une possibilité, comme je disais tout à l'heure, de briser le pouvoir, mais de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, puisqu'il faut que les autres comprennent aussi. Mais il faut que le féminin devienne pluriel alors pour pouvoir lutter. Oui, je pense que c'est nécessaire. Seules, elles ne peuvent pas, et donc c'est pour ça qu'il y a quand même une union dans le roman où elles vont toutes partir pour essayer de sauver la petite fille. Sinon, individuellement, elles sont des fourmis, comme la petite fille finit par s'appeler. Elle se donne le nom de Chinti, qui veut dire fourmi en hindi, facilement écrasée, mais elle décide qu'elle sera la fourmi qui peut aussi piquer les autres, mordre les autres, et qu'elle ne va pas se laisser écraser comme une fourmi. Mais les fourmis ont une force quand elles sont collectivement rassemblées. Cette petite fille fait évoluer sa mère, Vina, qui est au départ, qui se résume à un corps et qui ensuite, par la grâce de l'amour de cet enfant que cet enfant lui porte, va évoluer. Elle dit, à un moment de votre livre, plutôt vers la fin, de femme en femme, on se transmet tant de colère et de haine. Est-ce que finalement, l'outil du patriarcat, le meilleur outil n'est finalement pas la femme ? En partie, oui, malheureusement. Enfin, je ne voulais pas que ce soit qu'on tombe dans le manichéisme, qu'on soit dans l'opposition homme-femme à travers le roman. Les femmes ne sont pas parfaites, Vina n'est certainement pas parfaite, mais elle a un parcours d'apprentissage et l'amour qu'elle porte au fond d'elle pour sa fille va finir par lui apprendre ce qu'elle est elle-même et quelle est sa part de générosité aussi possible. Parce que vivant dans des conditions comme cela, on est obligé de devenir très, très compétitif quelque part. On doit être débattante, sinon on ne peut pas survivre. Donc même entre les femmes, elles peuvent aussi être très, très cruelles les unes envers les autres. Mais c'est quelque chose qui leur est imposé justement par ce patriarcat. Donc je voulais aussi montrer que Vina était loin d'être parfaite, mais ce qui la guide, c'est qu'elle garde une colère intacte contre tout ce qui l'a menée vers cela, et qui donc lui donne une espèce de force qui lui permet de résister aussi et de continuer à se battre. Et je pense que c'était très important qu'elle fasse ce cheminement. Elle n'est pas depuis le début quelqu'un de parfait, mais elle va cheminer vers une compréhension de ce qu'elle est et de ce qu'elle peut faire et doit faire pour sa fille. Parce que malgré tout, elle est très jeune. Elle a eu cet enfant très tôt. Ananda vient de parler de battantes, de compétition, de femmes qui sont peut-être aussi conduites à être cruelles les unes avec les autres. Est-ce que dans votre livre, Elena, c'est quand même quelque chose que l'on retrouve, ce combat. Enfin, votre livre, il avance à pas de charge, tambour battant, dans une espèce d'amour de la vie, mais il faut se battre tout le temps. Et il se trouve que vous, on peut dire que c'est vous, donc vous vous battez même physiquement parfois. Il faut imposer des choses. Alors, c'est très différent de l'univers d'Ananda, parce que ce qui arrive à la petite Chinti se passe, comme vous l'avez dit, dans un univers de violence absolue. Enfin, on a l'impression qu'elles sont dans un état de survie difficile, précaire au jour le jour. Alors, c'est pas mon cas, mais moi, je suis née en France, dans un petit village du sud de la France, et dans un milieu où il n'y avait pas de telle violence. Mais en revanche, il y avait des violences psychiques, puisque la question... il était question un peu de malédiction
de femme en femme, c'est quelque chose voilà, qui est... Quand j'ai décidé d'écrire ce livre, Presque toutes les femmes, il y avait deux versants qui étaient importants pour moi. Il y avait le versant des femmes de l'ascendance, des femmes de la famille, qui évidemment dans la vie d'une femme occupe une place essentielle, et puis le versant des femmes que j'ai aimées, pour aller à l'essentiel, parce qu'il y a aussi des ennemis, des rivales, bon, mais c'est pas l'essentiel. Et du côté de l'ascendance familiale, c'est vrai que je savais depuis toujours qu'il y avait dans ma famille une espèce de malédiction familiale qui faisait que de mère en fille, on se maltraitait. Donc ma mère était... Alors on se maltraitait psychologiquement, hein. Enfin, bon, c'est vrai que je recevais pas mal de gifles, mais c'était une époque où, voilà, je suis née dans les années 60, on balançait des gifles aux enfants, on se posait pas trop de questions. Mais bon, c'était pas traumatisant, j'étais pas une enfant battue. En revanche, ce qui était violent, c'était la façon dont j'étais traitée. Et c'est-à-dire avec des mots durs, avec des jugements, avec... puis une forme d'abandon aussi, puisque... Et je me suis rendu compte que, évidemment, sur le moment, j'en ai beaucoup voulu à ma mère, mais que sa propre mère avait été d'une violence inouïe avec elle, ce qui a conduit ma mère dans un état de... Ma mère est devenue folle, en fait, et ça s'est terminé, comme je le raconte dans le livre, très mal. Et je me suis rendu compte aussi que la mère de ma grand-mère, que j'ai connue, Mémé Élise, avait elle-même été maltraitée. C'est-à-dire qu'elle avait été mariée de force à un cousin pour une histoire de parcelle de terrain ou de trucs je ne sais quoi. Comme ça se faisait au début du XXe siècle, mais comme ça se fait toujours aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et donc, alors, j'ai cherché un peu l'origine de cette violence à laquelle j'ai voulu échapper et contre laquelle je me suis construite. Et donc, j'ai construit, c'est vrai, une identité un peu de guerrière, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de femme qui fonce, qui surmonte les difficultés, les obstacles, qui rencontre des obstacles tout le temps, puisque je suis partie de chez mes parents à 16 ans, sans avoir fait d'études, enfin bon, sans avoir mon bac même, hein, quand je suis partie. Il a fallu survivre. Donc c'est vrai que ce livre est à la fois le récit parfois joyeux, parfois attendri, parfois surprenant d'amour avec des femmes, mais c'est aussi le récit d'une survie, puisque en fait, dès le début, je ne suis pas destinée à vivre, puisque je découvre au moment de l'adolescence que ma mère a voulu avorter, que cet avortement a raté. Et quand je le découvre, je comprends pourquoi ma mère est si maltraitante. C'est qu'en fait, je suis là, mais qu'elle aurait préféré que je ne sois pas là. Et il faut faire avec. Il faut se construire avec ça. Et donc ce que je trouve, en fait, c'est un univers qui est très, très solitaire. Est-ce que ça, là vous êtes presque une petite Shinti quand vous l'apprenez, est-ce que le fait d'apprendre qu'on n'a pas été désiré, est-ce que c'est quelque chose qui change complètement le rapport qu'on a à la vie? Complètement. C'est-à-dire que on se demande si un jour on sera désirable, si on sera désirable à soi-même, si on a le droit de vivre. C'est-à-dire que tout ce qui paraît normal à tout le monde, c'est pas normal pour moi. Être en vie, c'est pas normal. C'est quelque chose que je dois tous les jours reconquérir. La conquête, ça aurait pu être vraiment le sous-titre de votre livre. Ah bon? À tout point de vue, la conquête de soi, la conquête des femmes, la conquête
de l'écriture, la reconquête de l'écriture, puisque quelqu'un vous dit, pardon, moi ça m'a choqué, on est dans un salon du livre, donc c'est quand même, vous dites que tout ça, les ennemis, c'est pas très grave, mais quand même, il y a une femme écrivain qui vous a dit un jour que votre livre était formidable, et puis 3 ans plus tard, vous a dit en public, vous avez fait cette humiliation incroyable de vous dire, en fait, vous êtes plagiaire, votre premier livre n'était pas si bon, vous m'avez eu, ce que vous faites est regrettable et nul, enfin, presque vous ne devriez pas exister. Il y a ça aussi qu'on vous dit. Vous ne devriez pas exister comme écrivain. Comme écrivain, vous êtes un imposteur. Et ça vous ramène au fait que vous n'auriez pas dû exister. Et ça vous coupe l'écriture pendant des années. Alors c'est vrai que je n'avais pas fait le lien, mais que c'est lumineux. C'est vrai que, oui, effectivement, je me suis dit à ce moment-là, je n'ai aucune légitimité d'écrivain et donc je n'arrivais plus à écrire. Et c'est vrai que l'écriture a été une reconquête et que c'est une lutte permanente, avec aussi des moments de bonheur d'écriture. Enfin, il y a des moments jubilatoires dans l'écriture, je pense qu'on le vit toutes, quand on écrit et qu'on a l'impression d'avoir trouvé le mot juste, que tel personnage prend vie et qu'il s'élance avec énergie, et qui va rencontrer le lecteur, et qui va le surprendre, l'amuser, l'émouvoir. Bon, mais en même temps, que de difficultés à s'autoriser à écrire, voilà, et à construire un monde. J'ai l'impression que ce livre aussi raconte comment vous avez, même si ce n'est pas le sujet, mais qu'en fait, vous nous racontez comment vous revenez à l'écriture. Comment tout ce parcours vous ramène à l'écriture, un peu. Oui. En fait, il y a 5 ans à peu près, j'ai décidé d'arrêter d'écrire. Parce que je trouve que l'écriture dévore la vie. Ça prend beaucoup d'énergie mentale. On ne fait que ça. Quand on écrit, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances. On pense à tel personnage, on entend dans une conversation quelque chose qui va nourrir telle situation. Et puis tout d'un coup, quelque chose qui était un peu brouillardeux s'éclaire, mais on est complètement absorbé par tout ça. Et en même temps, on est renvoyé à la médiocre qualité de ce qu'on écrit. Peut-être que je mets la barre trop haut. Et donc, je me suis dit, ça prend trop de place. Et puis finalement, est-ce qu'on est vraiment lu? À quoi bon tout ça? Est-ce que écrire, ça n'est pas ne pas vivre? Donc j'avais décidé d'arrêter d'écrire et j'ai arrêté d'écrire. Et c'est cette idée d'écrire sur les femmes quand même, d'écrire sur moi, me travaillait depuis longtemps, c'est-à-dire depuis Rhésus, depuis le premier roman. Et puis j'ai fait une dépression il y a 2 ans, qui était vraiment une dépression profonde. Et comme ma mère était très dépressive et que, en fait, elle est tombée en dépression après ma naissance, elle se retrouvait en hôpital psychiatrique et voilà, elle a été traitée par des électrochocs, chose qu'elle me racontait quand j'étais adolescente, enfant, et qui me traumatisait complètement. Je le raconte dans le livre, j'entendais le mot électrochoc, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais j'avais juste des images absolument épouvantables d'une femme torturée. Et donc, et là, je suis tellement dans l'émotion que je ne sais plus où je voulais aller, mais toujours est-il que voilà, j'ai cru que j'allais plonger dans la dépression comme ma mère, et que comme ma mère, j'allais me suicider. Et je pouvais me suicider, c'est toujours une solution, mais j'ai des enfants. Et je me suis dit, bon, si tu t'en sors, tu écris ce livre. Et après, on verra. Peut-être qu'après ce livre-là, je n'écrirai plus, parce que c'est épuisant. Mais celui-là, je l'aurais fait. Moi, je suis sûre que vous allez réécrire. Mais enfin, bon, ça, il y a trop de vitalité dans votre livre pour qu'on puisse... C'est un livre très solaire. Oui, très solaire. Oui, parce que là, j'en parle. Très vivant, oui, mais après, c'est très différent ce qu'il y a
présidé à l'écriture et ensuite Oui, le résultat du don que vous faites, vous, écrivain, dans l'écriture. Timothée, Elena nous disait qu'à 16 ans, elle avait tout quitté, et tout. C'est l'âge de votre personnage. Mais même si votre personnage est enfermé dans un lieu et dans un temps, puisque c'est le temps d'un été, il se passe des choses terribles pour elle. Et je ne parle pas de la disparition d'Océane, qui effectivement maille le livre. Je parle de la question de la trahison et de ce que des corps qui changent peuvent séparer des êtres. Vous me voyez venir? Oui, par rapport à sa meilleure amie. Oui. Oui, alors il y a une personne qui est extrêmement importante donc, dans la vie de mon héroïne, c'est sa meilleure amie Mathilde, parce que Justine est fille unique. Donc sa meilleure amie, c'est un peu une sorte de substitution. Et il se trouve elle sent qu'elle est en train de perdre sa meilleure amie, puisque sa meilleure amie est en couple avec un garçon, que pour la première fois, celui-ci prend plus de place que tous les autres petits copains auparavant. Jusqu'à ce soir où elle va dormir chez Mathilde, et Mathilde lui annonce que on l'a fait. Et Mathilde l'a fait, et Justine ne l'a pas fait. Et moi, après, par la suite, j'ai parlé avec des amis proches qui ont lu mon roman. Et l'une d'entre elles, notamment, m'a dit qu'elle avait ressenti exactement ça. Et d'ailleurs, c'est étonnant comme coïncidence, parce qu'il se trouve que sa meilleure amie d'adolescence s'appelait Mathilde. Elle m'a dit, moi aussi, j'avais une Mathilde, et que j'ai perdue. Et mon amitié s'est terminée parce que ma Mathilde à moi, elle avait un copain, elle l'a fait, elle m'a laissé tomber. Et il y a ce sentiment un peu... Justine, elle le vit comme une trahison, parce qu'elle s'était dit, on attendra, on le fera à peu près en même temps, on deviendra des femmes en même temps. Et ça, devenir une femme parce qu'on a eu une relation sexuelle, c'est vraiment parce que je me mets auteur de mon héroïne. À 16 ans, on croit qu'il suffit de ça. Encore plus jeune, moi, quand j'étais au collège, je pensais que... au collège, avec les filles, on disait que celles qui avaient leurs règles, c'était des femmes. Et moi, je les ai eues un peu plus tard que mes camarades. Et je pensais que je me disais, les autres, elles sont déjà des femmes. Moi, je suis en retard un peu, là. Je suis pas encore une femme. On n'est pas une femme en 5e. Et c'est pas parce qu'on a eu une relation sexuelle quand on est adolescente qu'on est une femme. Et je pense d'ailleurs qu'on peut arriver à 80 ans et être encore une enfant. En fait, il n'y a pas d'âge. Mais donc, en fait, elle se sent trahie par sa meilleure amie parce qu'elle s'était dit, on va rentrer ensemble là-dedans. On va devenir des femmes en même temps, on va se mettre d'accord, ce qui est très bizarre comme pacte, mais on va se mettre d'accord et chacune de notre côté, mais on le fera en même temps, quoi. Et donc, elle se sent profondément trahie par sa meilleure amie et par comme un couperet qui tombe entre elles, où Justine sent qu'elle est encore une petite fille, que Mathilde elle est devenue une femme et qu'elle a fait une expérience du corps de l'autre. On parle du corps quand même. Elle s'est donnée à un garçon, elle sait ce que ça fait. Et quand on est vierge, surtout pour les filles, ça peut être aussi une question qu'on se pose et qui peut faire peur. Qu'est-ce que ça fait de faire l'amour? Parce que de manière très pragmatique, on laisse quand même le corps de l'autre rentrer à l'intérieur de notre corps à nous. Donc c'est quand même pas rien. Et ça peut faire très peur de dire un corps étranger va rentrer dans le mien. C'est très important. Il y a quelque chose de presque sacré là-dedans. Et donc elle se sent profondément trahie que son amie soit rentrée dans ce nouveau monde en la laissant derrière. Surtout qu'elle ne partage pas. Non. Elle ne partage pas, elle se dissocie elle aussi. Vous parlez de Justine, mais Mathilde aussi se met à l'écart. Elle prend beaucoup de distance, oui, parce que tout à coup elle se sent au-dessus. S'il y avait une hiérarchie. Il y a aussi autre chose à partir du moment où elles sont disjointes. Ce que vous décrivez, il me semble, c'est cette amitié très fusionnelle de deux filles, comme l'amitié peut-être à ces âges-là, et puis qui fait qu'on se voit à travers l'autre et on voit l'autre à travers soi. Et puis d'un coup, Mathilde se coupe ce lien et
est-ce qu'au fond, Mathilde était vraiment la jeune fille que Justine aimait? Est-ce qu'elle voyait vraiment son amie telle qu'elle était dans ce cadre de cette amitié amniotique? Probablement pas, parce que les amitiés entre filles à l'adolescence sont souvent très fusionnelles. Les films fonctionnent très souvent par deux. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai connu, ce que mes amis ont connu, et c'est un peu comme un couple platonique, et donc qui est fusionnel. Sauf que la fusion est par essence toxique, parce que s'il y a fusion, c'est plus deux êtres, ça veut dire qu'il y en a un qui fait fondre l'autre, qui va l'absorber. Donc je pense aussi que de la même manière que Justine projette des choses sur Océane et invente une Océane, parce que la vraie Océane, en fin de compte, on la connaît pas, on la connaît jamais dans le roman, on connaît Océane imaginaire, rêvée par Justine. Et comme dans nos premières amours, quand on peut être déçu aussi, parce qu'en fait, quand les émotions sont si fortes, c'est pas tellement l'autre qu'on aime, c'est ce qu'on aime en soi, qu'on a projeté sur l'autre et qui nous revient. Et on trouve ça beau et on se rend pas compte que c'est ce qu'il y a de beau en nous qu'on aime. Et donc Justine a projeté de tout ce qu'il y avait de plus beau en elle sur Mathilde. Et elle se rend compte que c'était pas ça. Et dans le fond, Mathilde lui rend un peu service d'avoir stoppé cette fusion et de la laisser face à elle-même et de découvrir des choses sur elle-même. Elle lui permet aussi d'accéder au pluriel de l'amitié. Oui. Aussi. Oui. Ananda Devi, il y a aussi le pluriel d'une amitié, enfin en tout cas d'une entraide qui se crée entre toutes ces femmes, mais dirigée vers une petite fille. Il y a quelque chose alors avec une culture totalement occidentale, il y a quelque chose de christique dans ce personnage de petite fille qui incarne l'innocence absolue, qui incarne aussi la victime a priori désignée et absolue, le bouc émissaire d'une violence admise, acceptée dans ce pays. Vous ne donnez pas la date des événements que vous racontez. Ça pourrait être finalement à n'importe quelle époque, sauf qu'il y a une Mercedes dans le livre. Alors vous me direz, Mercedes existe depuis un petit peu de temps, mais il n'y a pas de téléphone portable. Mais enfin, l'époque n'est pas un sujet, en fait. Le temps n'est pas un sujet dans votre livre. Dans un sens, si, parce que je voulais le situer dans le monde contemporain, parce que, bon, peut-être que je ne l'ai pas vraiment exprimé, mais le Premier ministre indien de maintenant, c'est quelqu'un qui appartient à un parti nationaliste pratiquement intégriste, donc qui a permis beaucoup de violences contre les musulmans et donc a vraiment essayé de mettre en avant l'identité hindoue par rapport à l'Inde, et donc il est lui aussi presque considéré comme une divinité dans le pays, alors que ce qu'il fait pour le pays est très néfaste à mon avis. Donc je pensais aussi faire de ce personnage le Swami un peu le représentatif de cette Inde moderne, mais qui régresse archaïque, aussi oui, beaucoup. Ça. Et pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, ça me fait penser aussi que cette écriture qui devient un combat contre soi, mais aussi pour soi, aussi pour se mettre quelque part en danger. C'est vrai, avec l'émotion et tout, on le sent que ce n'est pas quelque chose qu'on écrit de l'extérieur. On se met à l'intérieur parce que quelque part, en tout cas dans mon cas, au moment où j'écrivais ce roman, je me disais, mais de quel droit ? De quel droit j'écris sur elle quand je suis privilégiée, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, mais comment est-ce que je peux exprimer ce qu'elle ressente? Et en même temps, si je me tais, je les condamne aussi au même silence. Et donc, au moment où je me posais cette question et que j'en parlais un peu à des amis, aussi à mes sœurs qui sont à l'île Maurice,
L'une d'elles m'a dit, mais tu sais, prenant un sujet comme ça, avec la religion, avec surtout cet homme religieux qui est un pédophile aussi, un homme véreux, tu risques d'avoir, il risque d'y avoir des conséquences contre toi-même. Et du coup, elle m'a dit, tu risques de te mettre en danger. Et ça a été le déclic pour me dire, oui, j'ai le droit d'écrire, je me donne le droit d'écrire ce roman, pas parce que je serais forcément menacée, quoique le roman vient de sortir, mais là, j'ai vraiment reçu un... Bon, je pourrais en parler peut-être après, mais en tout cas, se mettre en danger, c'est mettre tout son corps aussi dans l'écriture dans son écriture. C'est aussi une façon, c'est un engagement, c'est de dire que je mets tout de moi dans ce que j'écris et je vous l'offre à vous lecteurs, mais c'est aussi pour amener le monde à l'intérieur de ces pages, à amener les uns et les autres à se comprendre d'une autre façon qu'à travers les médias, les discours politiques, les réseaux sociaux, etc., où on a un flot d'informations qui passe et rien ne reste. Et alors que là, on est dans des personnages qui, je l'espère, vont rester. On va penser à ces personnages, on va penser à vous, on va penser à vos personnages ou à Cinti en se disant quel avenir pour elle et quelle autre possibilité d'avenir. Et enfin, ce que je disais là, je viens tout juste de recevoir un message d'une étudiante indienne que j'ai rencontrée en Inde et à qui j'ai envoyé un exemplaire de mon livre. Elle m'a dit qu'elle a mis... Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais elle a parlé du livre sur sa page Facebook. Et elle m'a dit que des étudiants, des garçons sont venus la voir en lui disant « Mais comment tu peux faire la promotion d'un livre pareil ? Est-ce qu'elle est sur Facebook ? Nous, on va lui écrire, donc pour moi. » Et qu'on n'accepte pas cette vision de notre société. Donc heureusement, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, mais si le livre sort en Inde, ça risque d'être assez difficile, en tout cas. C'est hallucinant. Parce qu'il n'y a pas de propos. Bien sûr qu'il y a quelque chose de politique dans votre livre, mais on ne parle pas beaucoup de la situation des femmes en Inde, on en parle de temps en temps, mais c'est très, 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 très violent. Oui, c'est très violent. Moi, je vous avoue que je ne suis pas très surprise, parce qu'en lisant votre livre, et notamment la figure de ce prêtre très corrompu, qui utilise son pouvoir spirituel et puis le besoin qu'ont les gens de se confier, de se sauver du péché, etc. Comment il utilise tout ça de manière complètement cynique pour prendre de l'argent à ceux qui sont nantis et en même temps aller avec son beau vêtement blanc dans les bas-fonds et finalement prendre Cinti, je me suis dit, mais cette figure-là, c'est de la bombe. Il faut du courage pour écrire ça, quoi. Je ne suis pas très surprise qu'il y ait des réactions vives sur les réseaux sociaux. J'ai toujours l'impression que tous les pays sont laïques, moi, mais... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais enfin, vous vivez en France, donc... oui, le roman est en français. La vraie question, c'est que je ne pense pas qu'on vous traduira en Inde, c'est surtout ça. Apparemment, il y a des maisons d'édition qui seraient intéressées, mais ce sont des maisons un peu indépendantes, marginales, enfin un peu expérimentales aussi. Mais à nouveau, ça risque d'être difficile. Mais je ne crois pas que je vais dire non, parce que l'idée, c'était justement qu'on y réfléchisse, qu'il y ait une conversation, qu'il y ait un dialogue à ce sujet. Et puis on verra. Depuis que j'écris, depuis que je suis adolescente, et c'était toujours avec l'idée de ne pas avoir peur de ce que j'écris. Donc c'est pas maintenant que je vais commencer à avoir peur. Non, mais vous faites peur. C'est ça le problème. Avez-vous des questions à poser à nos invités sans les engueuler, s'il vous plaît? Parce que la rencontre précédente, nos intervenants ont subi une salve de reproches. Parce que sinon, je serais obligée d'aboyer. C'est désagréable, je vous assure. Oui, on va vous passer un micro, monsieur. Oui, ici. Là. Oui, mais on ne vous entendra pas au fond.
J'avais une première... Déjà, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. Ça commence bien, c'est bien. Et maintenant, la flèche du part. J'avais une remarque et 2 questions. En vous écoutant, donc, concernant la seconde intervenante, je n'ai pu m'empêcher de me faire la remarque, oui, mais dans cette violence qui est très prégnante dans les rapports entre hommes et femmes, où regarder? Et spontanément, ce à quoi on pense, c'est effectivement regarder à l'Est, regarder vers l'Inde, parce qu'on pense effectivement à la figure de Parvati ou Sakuntala, à toute cette question de la rencontre entre hommes et femmes, qui est extrêmement riche dans toute la littérature indienne, qui est extrêmement féconde, et voir la traduction de toute cette culture millénaire extrêmement riche aujourd'hui dans ce que vous décrivez, c'est absolument déprimant. Alors ma question, c'est où regarder effectivement pour renouveler ce rapport entre hommes et femmes. Et j'avais une deuxième question pour vous, c'est, et c'est une question très facile, de par votre prénom, quel est votre rapport à la joie? Bon, le Kama Sutra vient de l'Inde. Le Kama Sutra vient de l'Inde, mais aujourd'hui c'est un pays où tout l'érotisme, toutes sortes, espèces de sexualité est tue, alors qu'en fait c'est tellement déformé en fait par je sais pas, cette société, comme on disait, patriarcale, mais aussi il y a le problème de l'infanticide féminin qui est très très prévalent, qui fait qu'il y a, je crois, 1 million moins de naissances féminines que masculines en Inde. Alors, je ne sais pas sur quelle période, mais alors qu'en général, par ailleurs, dans le monde, c'est la population féminine qui est un peu plus nombreuse. Bien sûr qu'il y a des textes indiens qui valorisent extrêmement la femme, mais aujourd'hui, le monde indien est vraiment s'enferme de plus en plus dans une vision complètement intégriste, il faut dire fondamentaliste, à la fois par rapport aux femmes, mais aussi par rapport aux musulmans, par rapport aux autres religions, aussi à l'Occident quelquefois. Et d'où vient la joie? C'est vrai que je suis d'origine indienne, mes arrière-grands-parents étaient indiens, ils sont venus à Maurice et je suis née à l'île Maurice. Donc c'est un nom qui signifie en fait béatitude. Et je pense qu'à travers l'écriture, ça me permet à la fois de m'engager, mais aussi de trouver une immense joie. Parce qu'il faut aussi dire qu'on parle de violence, mais aussi il y a la joie d'écrire, de s'exprimer et d'avoir une voix. Dans ma famille, par exemple, je suis la première de ma génération à avoir eu une voix publique, une écoute. Alors que pour beaucoup de femmes, pas seulement en Inde, mais ailleurs, dans d'autres pays, on sent qu'il y a une absence d'écoute, une absence de voix, un silence forcé aussi. Merci pour votre question. On parle de la violence des relations hommes-femmes, en particulier en Inde, mais les relations femmes-femmes, Elena, oui, alors ça c'est un pan de mon livre. C'est donc effectivement des relations difficiles d'un point de vue générationnel, mais également dans les relations amoureuses. C'est pas facile de parler de ça parce que, c'est pas facile d'écrire ça parce que on s'imagine toujours la sexualité entre femmes, c'est fantasmé. En fait, c'est ce qu'on appelle le male gaze, qui fait qu'on voit la sexualité entre femmes comme quelque chose de tout à fait charmant, avec des petits bisous, des caresses légères, etc. Bon, ce que je raconte dans mon texte, c'est des relations sexuelles plus complexes, plus riches aussi, avec parfois des affrontements. Et parfois même des expériences extrêmes, parce que je pense que on est à une époque quand même où beaucoup de choses se dénouent et où les femmes acceptent, les romancières, les essayistes, etc., acceptent beaucoup plus de parler de leur sexualité.
et de décrire la sexualité. Ce qu'on trouvait beaucoup plus facilement dans certains romans écrits par des hommes avec des narrateurs, c'était finalement assez absent des écrits de femmes. Et moi, depuis que j'écris, je parle très librement de la sexualité. Alors c'est vrai que parlant de moi, la question s'est posée de savoir si je faisais entrer les corps aussi sous la forme de corps désirants et désirés. Comme vous l'imaginez, la réponse a été assez rapide, puisque je suis assez fonceuse. Et oui, j'ai eu envie de parler de ça aussi, et donc de parler d'amour, mais de parler aussi de relations où cet amour prend une forme érotique. Et là, je pense que vous faites, en parlant de violence, vous faites allusion à une relation SM, par exemple. Oh, pas que. Oui, Non, mais je peux peut-être l'aborder. Oh, bah allez-y. C'est la fin, hein, donc on peut y aller. Hein, mais si c'est trop choquant, vous nous dites, et puis on s'arrêtera. Il n'y a pas d'enfants dans la salle, donc tout va bien. On peut y aller. En fait, j'ai rencontré une femme qui était tout à fait intéressante, intelligente, etc., et qui m'a entraînée dans une relation SM. Ça a commencé comme ça, elle me faisait comprendre que c'est ça qui lui plaisait. C'était pas du tout mon univers. Enfin, pour moi, c'était un truc pour les films porno ou pour certains livres. Mais enfin, bon, c'était pas mon univers. Et petit à petit, je raconte comment petit à petit, je me suis retrouvée embarquée dans cette affaire où, alors, c'était moi la dominante, mais c'était très étrange dans ce rapport-là, parce que c'était elle qui voulait que je la domine, et c'est ça que j'interroge dans ces rapports de domination entre femmes et femmes, entre hommes et hommes, entre hommes et femmes, enfin bon. Qui est celui qui domine l'autre? Parce que finalement, c'est elle qui m'a imposé ce désir, et dans le récit, je raconte combien je me dissocie de moi-même, je me vois en train d'accomplir ces actes barbares, et je me dis mais jusqu'où ça va aller, quoi. Et à un moment même je prends peur, je me dis mais elle veut aller tellement loin que un accident peut arriver, et j'imagine le pire, et voilà, donc je me suis autorisée tous ces récits-là, à la fois ceux d'amour très tendre et puis ceux d'amour qui prennent une forme érotique extrême, inattendue, parce que ça fait partie de la vie, et de ma vie en tout cas. On a perdu un banquier et puis un directeur de Sciences Po de cette manière-là, donc en effet... En effet, donc je me suis dit, mais alors si je vais aussi loin qu'elle me le demande, je me retrouve avec un cadavre sur les bras, combien... Mais comment je vais négocier ça, moi, quand il va y avoir... Non, mais je me suis fait un film, hein, je me suis dit, mais comment... Alors, j'en prends pour 5 ans, j'en prends pour 10 ans, alors... voilà, donc j'ai été complètement enfermée dans cette relation, et c'est vrai que la seule façon, finalement, d'échapper à ça, c'est l'humour. Se dire, voilà, ça va trop loin, et de mettre ça à distance par le rire. Et c'est aussi ce que je fais... dans ce récit, c'est-à-dire que quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, je mets à distance un réel qui est trop douloureux par le rire. Monsieur. Oui, mais oui, il faut que ça se termine. Dernière question, monsieur. Oui. Alors, ce sera une question pour Elena. On a bien compris que dans ce dernier ouvrage, ainsi que dans Résus, il y avait une part plus ou moins importante d'autobiographie. On a bien compris également qu'il y avait des fêlures psychologiques dans votre entourage familial. On a compris également que vous étiez tout à fait normal. Mais est-ce que dans Les ennemis de la vie ordinaire et sa belle brochette de tout dingue, il y a également une part d'autobiographie? Dans Les ennemis de la vie ordinaire? Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que dans Les ennemis de la vie ordinaire, je suis... Alors, Les ennemis de la vie ordinaire, pour vous le résumer rapidement, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui sont addictes
chacune a une addiction particulière, et il y en a un qui est addict au sport, et c'est vrai que l'addiction au sport, on ne la voit pas. Il y en a un qui est addict à la cocaïne, c'est un prêtre. Il y en a un qui ressemble au pape François. Il y en a un qui est addict, au poker, etc. Bon. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'addictions. La pire, c'est la littérature. Et oui, je suis dans tous les personnages de tous ces personnages-là, mais moi j'ai l'impression, enfin je ne sais pas comment vous le vivez, vous, mais moi j'ai l'impression que je suis un peu dans tous mes personnages, quoi. Et même les monstres. Par exemple, la façon dont vous parlez de cet homme qui est absolument monstrueux, mais en fait vous lui donnez une part d'humanité. Oui, mais ne redonnez pas la parole à Ananda parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on parte. Non, mais elles ont écrit toutes les deux des livres formidables, donc lisez-les parce qu'ils sont... Surtout que Timothée, le livre se passe en 2007 et... Oh, c'est pas 7 ? C'est 2006. Ah, c'est 2006. Bon, enfin, ça ne change pas grand-chose. Non. Oui, il m'a semblé lire 2007. Pardon, excusez-moi. C'est vous qui l'avez écrit en même temps. Mais il y a quelque chose de... Je vous ai demandé tout à l'heure pourquoi ce livre-là, vous l'avez écrit, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi que vous êtes jeune, que vous réglez, vous avez peut-être atteint l'âge auquel on peut regarder son adolescence. Est-ce que c'est ça que vous souhaitiez résoudre, régler à travers cette histoire ? Je pense que quand on écrit, on a toujours un compte à régler avec quelque chose quelque part. Sinon, ça ne sortirait pas. Après, oui, bien sûr, je regarde en arrière. J'ai atteint la trentaine. J'ai fait un bilan de ces 10 dernières années. Donc déjà, je regarde toute ma vingtaine avec un autre regard, des choses qui se sont passées. Une histoire d'amour que j'ai eue et avec laquelle peut-être je règle des comptes en transposant avec Justine, donc quelque chose que moi j'ai vécu mais plus âgée. Et l'adolescence aussi, oui, parce que plus on s'en éloigne et plus on peut avoir un regard objectif dessus. Des choses que j'ai vécues, le fait combien je me suis ennuyée à la campagne alors que finalement aujourd'hui je continue à y aller puisque ma mère habite toujours là-bas et c'est pas si horrible que ça en fait. Je me suis rendu compte après que j'étais très cruelle avec les lieux, j'étais cruelle avec mes parents, j'étais cruelle avec moi-même et pas seulement régler des comptes mais peut-être aussi réparer des choses. J'ai énormément de tendresse pour Justine alors que bon c'est pas toujours facile pour elle finalement tout ce qui se passe cet été-là, mais j'ai quand même essayé de lui donner de l'amour parce que c'est un peu aussi donner de l'amour à l'adolescente que moi j'ai aimée, qui a eu d'autres problèmes, d'autres complexes, qui a vécu d'autres choses que Justine, mais oui, enfin il y a quelque chose entre soi et soi et avec les personnages et comme tu dis Elena, on met toujours un peu de soi et dans chacun des personnages. Merci. Je crois qu'il faut maintenant que nous libérions. Timothée Stanisculescu, l'éblouissement des petites filles chez Flammarion. Le rire des déesses d'Ananda Devi, publié chez Grasset, qu'on retrouve également en signature, ainsi qu'Elena Marienske, presque toutes les femmes, publiées chez Flammarion également. Merci à tous de votre attention. Excusez-moi pour le retard.